Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Ce soir, je vous emmène une nouvelle fois dans l'espace pour visiter deux planètes du système solaire, les deux plus proches du Soleil, Mercure et Vénus. Ça ne seront que les deux premières étapes d'un grand tour du système solaire. On continuera dans d'autres épisodes. Alors, si vous voulez la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir la bibliothèque des rêves en commentant ou en évaluant positivement cet épisode. Et avant de commencer, adoptez une position confortable, prenez une longue respiration, profonde, relaxante, et alors que vous expirez, n'hésitez pas à relâcher la tension dans vos épaules. Vous pouvez fermer les yeux pour suivre cette aventure dans l'espace. La seule chose dont vous ayez besoin est de me laisser vous guider par la voix, même sans aucune connaissance en astronomie. Vous pouvez suivre facilement. Et n'hésitez pas à vous laisser aller et vous endormir si vous le souhaitez. Vous pourrez toujours revenir plus tard. Il y a des chapitres pour vous y aider. Sachez aussi que vous pouvez écouter la bibliothèque des rêves sur différentes plateformes, YouTube avec des vidéos, mais aussi comme podcast sur Apple Podcasts, sur Deezer ou Spotify, qui est probablement la meilleure option actuellement si vous avez un abonnement payant à Spotify. Les vidéos peuvent aussi être visionnées sur Spotify, c'est nouveau. Et surtout, il n'y a pas de publicité au début des épisodes, ni à la fin, si vous y êtes abonné. Donc si vous êtes habitué à subir la publicité sur YouTube, ça pourrait être une découverte agréable de passer sur Spotify. Mais l'important, c'est que ça soit pratique pour vous. Et maintenant, commençons notre exploration. La première étape du voyage commence tout près du Soleil, près de la planète la plus petite et aussi la plus rapide du système solaire, Mercure. Mercure n'est qu'environ 2 fois plus grande que la Lune. Et d'ailleurs, il y a des satellites dans le système solaire qui sont plus grands que Mercure. Par exemple, Ganymède, une lune de Jupiter, ou Titan, qui est un satellite de Saturne. On les visitera dans de prochains voyages. Alors, pourquoi Mercure est considéré comme une planète, alors que ces astres plus grands sont des satellites, des lunes? Parce que Mercure suit sa propre orbite autour du Soleil. Elle n'est pas le satellite d'une autre planète. Sa masse est aussi supérieure à celle des satellites que je mentionnais, de Ganymède ou Titan. Parce que Mercure est plus dense, elle a une densité assez proche de celle de la Terre. On pense que Mercure est composé en grande partie de métal, surtout du fer, qui représenterait 70% de sa masse. Le reste, 30%, serait de la roche, des silicates. La comparaison avec la Terre s'arrête là, parce que les conditions à la surface de Mercure sont très éloignées des nôtres, et très influencées bien sûr par la proximité du Soleil. Mais à quelle distance du Soleil se trouve Mercure, exactement? En moyenne, la distance est d'environ 58 millions de kilomètres. Je dis en moyenne parce que les orbites des planètes ne sont jamais parfaitement circulaires. Elles forment des ellipses. Elles ont une forme ovale.
Donc la distance avec le Soleil peut augmenter ou diminuer en fonction de l'emplacement de la planète sur son orbite. Dans le cas de Mercure, ces variations sont importantes, entre 46 et 70 millions de kilomètres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, 58 millions de kilomètres? À titre de comparaison, le Soleil a un diamètre de 1,4 million de kilomètres. Mercure est à 58 millions. Donc il faut relativiser ces représentations qui montrent parfois Mercure comme si elle était très proche du Soleil, presque collée. Pour illustrer les ordres de grandeur, si le Soleil avait la taille d'un ballon de football, Mercure serait un petit grain de sable à plusieurs pas du ballon. Mais ça soulève quand même une question. Comme vous le savez, le Soleil a une masse énorme par rapport au reste du système solaire. Donc il exerce une forte attraction par gravitation sur toutes les planètes qui tournent autour de lui. Alors, pourquoi la petite Mercure arrive à tourner autour du Soleil au lieu de tomber dans le Soleil, et ce depuis probablement plusieurs milliards d'années? Ça nous amène à la question de la vitesse des planètes et de leur orbite. Je vous le disais, Mercure est une planète qu'on appelle rapide. Elle se déplace autour du Soleil à grande vitesse. Sa vitesse est de 48 km par seconde. En comparaison, la Terre se déplace à 30 km par seconde par rapport au Soleil. La règle générale dans le système solaire, c'est que plus une planète est loin du Soleil, plus elle est lente. La plus éloignée, qui est Neptune, se déplace à seulement 5,4 km par seconde, presque 10 fois moins vite que Mercure. Et ça n'est pas une coïncidence, parce qu'une orbite, c'est quelque chose qui résulte d'un équilibre. Un équilibre avec deux variables principales qui jouent en sens contraire. Déjà, il y a l'attraction, la gravité exercée par l'énorme masse de l'étoile, du Soleil, au centre du système. S'il n'y avait qu'elle, les planètes seraient avalées par le Soleil. Et il y en a une deuxième, une force centrifuge, qui les en éloigne. C'est la vitesse qu'elles ont acquise. Sans la masse du Soleil pour les retenir, les planètes s'échapperaient du système solaire en continuant sur leur lancée en ligne droite. Mais comme le Soleil les retient, elles restent à peu près à la même distance. Elles acquièrent une orbite qui est en fait le résultat de ces deux forces contraires. La force centrifuge qui les repousse et la force centripète, l'attraction de la gravité exercée par le Soleil. Cet équilibre qu'est une orbite peut durer très longtemps, des milliards d'années, mais il n'est jamais garanti pour toujours. Déjà parce qu'il y a d'autres corps, surtout d'autres planètes, qui eux aussi ont leur gravité et peuvent influencer les orbites des autres, à faible dose évidemment, parce que le Soleil est beaucoup plus massif. Mais leur influence existe, où il peut y avoir des collisions qui affectent les vitesses des astres et donc leurs orbites. L'équilibre peut changer et parfois se rompre. Des satellites échappent à leur planète ou des planètes à leur étoile. Il y a des planètes qui quittent leur système d'origine et voyagent entre les étoiles. Il est possible qu'il y en ait aussi qui voyagent dans les très grands vides entre les galaxies.
Et ces planètes solitaires seront peut-être un jour recapturées par une autre étoile ou avalées par un autre corps plus massif. Pas d'inquiétude, ceci dit, les orbites ne changent pas si facilement une fois qu'un système stellaire est formé. Elles durent généralement des centaines de millions ou des milliards d'années. Elles sont protégées par cet équilibre entre force centrifuge et gravité de leur étoile. Maintenant, cet équilibre ne signifie pas qu'une orbite forme un cercle parfait. Comme je vous le disais, les orbites sont en fait plus ou moins elliptiques, c'est-à-dire qu'elles ont une forme légèrement ovale, et c'est particulièrement le cas de Mercure. Pourquoi une ellipse plutôt qu'un cercle? Si on prend l'exemple de Mercure, lorsque Mercure se rapproche du Soleil, l'attraction gravitationnelle du Soleil sur elle augmente, parce que c'est comme ça que fonctionne la gravitation. Plus on est proche, plus elle est forte. Donc, comme l'attraction du Soleil est plus forte, Mercure accélère. Et justement, cette accélération va avoir tendance à la projeter plus loin du Soleil, par effet de la force centrifuge. Donc elle s'en éloigne, mais pas assez vite ni assez loin pour échapper à son attraction, pour s'en libérer. Donc à nouveau, elle est attirée, elle ralentit un peu et repart vers le Soleil en suivant une courbe. Et le cycle reprend. Elle est attirée, elle réaccélère, etc. Ce cycle se répète à chaque révolution autour du Soleil, à chaque tour complet. Dans le cas de Mercure, ce cycle, cette révolution, dure 88 de nos jours terrestres. Donc une année mercurienne, avec 88 jours terrestres, et 4 fois plus courte que l'année terrestre. Mais c'est là qu'il faut aussi faire une petite remarque à propos des orbites. On dit que les planètes tournent autour du Soleil, et techniquement c'est vrai, mais c'est une formulation un peu imprécise. Ce autour duquel tournent les planètes du système solaire, ça n'est pas leur étoile, c'est le centre de masse du système. Le centre de masse de l'ensemble formé par le Soleil, les planètes et leurs satellites, et tout ce qui orbite dans le système solaire. Alors en pratique, la différence est ténue, parce que le Soleil représente à lui seul plus de 99% de la masse du système. 99,8% pour être précis. Donc évidemment, il détermine largement où se situe le centre de masse. Mais le véritable centre, c'est aussi le concept de barycentre, le centre pondéré par les poids des différents corps. Ce centre de masse est aussi influencé par chaque planète. Celle qui a le plus d'influence, de loin, parce qu'elle est plus massive que toutes les autres réunies, c'est Jupiter. En pratique aussi, ce centre de masse est généralement à l'intérieur du Soleil, parce que le Soleil est grand et que les planètes sont réparties autour de lui. Donc, avec leur gravitation, elles tirent dans des sens opposés, si bien que leurs influences réciproques ont tendance à s'annuler. Si vous avez Jupiter d'un côté du Soleil et Saturne de l'autre, chacune tirant le centre de masse vers elle, leur influence va se soustraire. Mais ce centre de masse peut parfois sortir du Soleil. Un cas extrême, ce serait d'avoir toutes les planètes alignées du même côté du Soleil, en train de tirer toutes dans le même sens. Et si c'était le cas, le centre de masse du système solaire serait à peu près à 1 diamètre solaire en dehors du Soleil,
à un peu plus de 1 million de kilomètres en dehors du Soleil. En tout cas, quand Jupiter et Saturne, les deux plus grosses planètes, sont du même côté, ça suffit à faire sortir le centre de masse du Soleil. Donc si vous voulez être un peu pénible et objecter que c'est faux quand vous entendez que les planètes tournent autour du Soleil, vous pouvez le faire. Techniquement, c'est autour du centre de masse, même si ce centre de masse se trouve être la plupart du temps à l'intérieur du Soleil. Autre question, juste par curiosité, est-ce que les 8 planètes du système solaire sont parfois toutes alignées du même côté? En fait, avoir les 8 planètes du même côté du Soleil et en ligne droite, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Tellement rare que ça ne s'est sans doute jamais produit. Déjà, les 8 planètes ne peuvent pas être sur une ligne droite dans l'espace, parce que leurs orbites ne sont pas exactement sur le même plan. Le plan des orbites est légèrement incliné, donc elles pourraient être alignées vues d'au-dessus si on se place à la perpendiculaire du système solaire, mais pas en vue de côté si on se met sur le même plan que le système. Mais imaginons qu'on regarde par au-dessus. Pourquoi est-ce que l'alignement est rare? Parce que l'alignement des 3 planètes les plus proches du Soleil, les plus rapides, Mercure, Vénus et la Terre, a lieu seulement une fois tous les 40 ans. Les chances d'avoir Mars, la 4e planète, alignée avec les 3 autres à ce moment précis, sont très petites. Si petites que l'occasion passe presque à chaque fois, tous les 40 ans, et l'alignement des 4 planètes n'a lieu qu'une fois sur plusieurs milliers d'années. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on rajoute une 5e, une 6e, une 7e planète, Jupiter, Saturne, Uranus, finalement Neptune, des planètes qui sont de plus en plus lentes, avec des orbites de plus en plus grandes, la probabilité d'alignement continue à chuter. Il faut attendre plusieurs milliers d'années pour avoir les 4 premières planètes alignées, et la probabilité que, à ce moment précis, la 5e, Jupiter, soit aussi dans l'alignement est très faible. Donc, à mesure qu'on veut plus de planètes dans cet alignement, la probabilité continue à chuter très vite. Le nombre de révolutions à attendre pour que l'alignement ait lieu augmente de façon exponentielle. J'ai trouvé un article d'un mathématicien qui s'est amusé à calculer, avec certaines hypothèses, notamment sur quel arc on définit l'alignement. En l'occurrence, il le faisait à 1 degré près, et il arrivait à la conclusion que cet alignement parfait des 8 planètes du même côté du Soleil avait lieu une fois seulement tous les 400 milliards d'années. Le problème, c'est que le système solaire aurait 4,5 milliards d'années, presque 100 fois moins, et l'univers lui-même, moins de 14 milliards d'années. Donc peut-être que cet alignement a eu lieu une fois. Il y a 1% de chance qu'il ait eu lieu depuis que le système solaire existe. Le plus probable, ceci dit, c'est que ça ne soit jamais arrivé. Et il est également probable que le système solaire disparaîtra dans quelques milliards d'années avant que ça n'arrive jamais. Mais l'idée était juste de vous dire que le centre de masse du système solaire se déplace et que c'est le véritable pivot autour duquel tournent les planètes. Maintenant, intéressons-nous à Mercure plus directement. Comme les autres planètes rocheuses, Mercure a une surface solide et à l'intérieur, elle a ce qu'on appelle une structure dissociée. C'est-à-dire que l'intérieur de la planète se compose de couches avec un manteau et un noyau. À mesure qu'on plongerait dans la planète pour se rapprocher de son centre, la pression et la température augmenteraient.
Je vous disais auparavant que Mercure était composé à 70% de métal et qu'elle contiendrait proportionnellement plus de fer que n'importe quelle autre planète du système solaire. Mais pourquoi Mercure a cette composition différente des autres? Il existe différentes théories. La première, qui est aussi la plus largement acceptée aujourd'hui, c'est que Mercure était autrefois plus grande. Il y a plusieurs milliards d'années, sa masse aurait été plus de 2 fois sa masse actuelle, avec un rapport entre métal et roche, silicate, à peu près similaire à celui des autres planètes rocheuses du système solaire, comme la Terre ou Mars. Mais le système solaire était à l'époque encore jeune, et il comprenait des corps qui n'existent plus aujourd'hui, parce qu'ils l'ont quitté, ou surtout parce qu'ils ont été absorbés par d'autres après des collisions. Et justement, l'hypothèse est que Mercure serait entré en collision avec un corps assez gros, un corps formé par agglomération de roches, de métal et de poussière, un planétésimal qui aurait croisé son orbite. Les modèles suggèrent que ce corps aurait pu faire plusieurs milliers de kilomètres de diamètre et environ 1/6 de la masse de Mercure à l'époque. La collision à grande vitesse entre les deux corps aurait été cataclysmique et elle aurait éjecté dans l'espace une grande partie de la croûte et du manteau de Mercure, c'est-à-dire ses composants rocheux, et c'est ainsi que Mercure serait devenue si riche en fer, non pas parce qu'elle aurait attiré plus de fer que d'autres planètes pendant sa formation, mais plutôt parce qu'elle était une planète plus grande, qui aurait perdu une partie de sa roche et conservé son métal. Mais ce n'est qu'une théorie, et il y en a d'autres. Une seconde théorie a le même point de départ que la première. Mercure aurait été à l'origine plus massive, au premier stade du système solaire. Mais ensuite, la perte de son matériau rocheux n'aurait pas été causée par une collision, mais plutôt par l'activité solaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Soleil, à l'époque, il y a plusieurs milliards d'années, était encore en formation, mais il aurait été plus grand qu'aujourd'hui. Pourquoi plus grand? Parce que la taille des étoiles dépend de différents facteurs, notamment bien sûr leur masse, leur quantité de matière, mais aussi l'intensité de leur activité interne et la gravitation, qui est la force qui les maintient. Et justement, on pense que le Soleil aurait eu une phase plus grande au début du système solaire, avant de se contracter sur des millions et des millions d'années sous l'effet de sa propre gravitation, pour atteindre sa taille actuelle. Ça veut dire que la surface du Soleil aurait été plus proche de Mercure qu'aujourd'hui. Tellement plus proche que la température aurait atteint des milliers de degrés aux environs de la planète. Une température suffisante pour vaporiser la roche, qui aurait formé une atmosphère gazeuse très chaude autour de la planète. Et cette atmosphère aurait été perdue, emportée par le vent solaire. Le vent solaire, c'est-à-dire le flux de particules que produit l'activité du Soleil. Un flux que le Soleil projette dans toutes les directions autour de lui. Et c'est donc une autre possibilité, à côté de l'hypothèse de la collision, qui expliquerait la perte de roche par Mercure et la réduction de sa taille. Une vaporisation et perte progressive de sa roche sur une plus longue période. Troisième hypothèse, pour expliquer la richesse en métaux de Mercure,
la possibilité qu'elle se soit formée telle qu'elle est aujourd'hui. Le Soleil se serait formé à partir d'un gigantesque nuage de gaz, comprenant surtout de l'hydrogène, et en beaucoup plus petite quantité les autres éléments, notamment les métaux. L'essentiel de ce nuage a servi à la constitution du Soleil. Je vous le disais auparavant, il représente 99,8% de la masse de tout le système. Mais ce qui aurait pu se passer, c'est qu'à proximité immédiate du Soleil, les particules plus légères auraient été absorbées par cette étoile en formation, alors que les plus lourdes, les métaux, seraient restés en périphérie pour former Mercure. Et c'est ce mécanisme, une sorte de tri des éléments, au cours duquel le Soleil aurait pris l'hydrogène et les autres éléments plus légers et laissé le métal, qui expliquerait la composition de Mercure, qui dans ce cas se serait formé dès le départ avec plus de métal que les autres planètes rocheuses. Quoi qu'il en soit, l'histoire de la formation de Mercure est loin derrière nous, quelques milliards d'années. Et aujourd'hui, la planète présente une surface qui ressemble à celle de la Lune, avec de grandes plaines et beaucoup de cratères. La quantité de cratères sur une planète ou un satellite rocheux nous renseigne sur son activité géologique. S'il y a une activité volcanique importante, ou une tectonique des plaques, comme sur Terre, le matériau en surface de la planète va être renouvelé. Ça peut prendre des millions d'années, mais ça finit par se produire. Si par contre il n'y a pas d'activité volcanique et pas de magma qui monte depuis l'intérieur pour se déverser à la surface de la planète ne change jamais, sauf en cas d'impact avec des astéroïdes. Et donc une surface qui a beaucoup de cratères provoqués par des impacts nous informe que c'est un corps géologiquement inactif, ce qui est aujourd'hui le cas de Mercure. Avec la proximité du Soleil, il est logique d'anticiper des températures élevées sur la planète. Et effectivement, c'est le cas. Mais seulement sur les parties directement exposées au Soleil. Mercure peut aussi être très froide sur ces parties qui sont plongées dans l'ombre. Autour de l'équateur, pendant la journée, donc du côté de la planète qui est exposée au Soleil, la température monte jusqu'à environ 400 degrés Celsius, 800 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire à peu près 2 fois la température dans un four de cuisine. Mais la nuit, quand les mêmes régions sont dans l'obscurité, parce que la planète tourne sur elle-même, la température tombe à moins 173 degrés Celsius, c'est-à-dire plus que suffisant pour congeler instantanément de l'eau. Dans un prochain voyage, je vous parlerai des conditions sur Mars, qui sont dures, mais elles sont presque accueillantes en comparaison avec Mercure. Et ce qui rend Mercure encore plus inhospitalière, c'est qu'un jour ou une nuit peuvent durer très longtemps sur cette planète. La planète tourne vite autour du Soleil, comme on l'a vu. Elle en fait le tour en 88 jours terrestres. Donc l'année de Mercure, l'année mercurienne, dure 88 de nos jours. Mais par contre, Mercure tourne lentement sur son axe, et selon un rythme qui est verrouillé, synchronisé avec les révolutions autour du Soleil. Chaque fois que la planète accomplit 2 révolutions autour du Soleil, 2 années mercuriennes, elle ne tourne que 3 fois sur son axe. Si on compare avec la Terre,
lorsque nous on fait 2 révolutions autour du Soleil, 2 années, on tourne plus de 700 fois, précisément 2 fois 365. 2 années terrestres durent plus de 700 jours. En 2 années, Mercure ne fait que 3 rotations sur son axe. Et entre cette rotation lente de la planète et ce voyage rapide autour du Soleil, un même point de la planète peut rester exposé au Soleil pendant très longtemps, pendant jusqu'à l'équivalent de 2 années mercuriennes. Donc on aboutit à une situation sur Mercure où la journée, le temps entre 2 levées de soleil, est plus longue que l'année. Il y a aussi des régions de la planète qui sont constamment dans l'obscurité, ou presque, et où les températures n'augmentent jamais beaucoup. On sait, grâce à des sondes envoyées depuis le XXe siècle, qu'il y a probablement de la glace, sans doute de la glace d'eau, qui reste gelée en permanence autour des pôles de Mercure. Donc, comme vous le voyez, malgré la proximité du Soleil, la planète n'est pas juste un désert brûlant de plaines et de cratères. Il s'y passe des choses. En fait, la planète la plus chaude du système solaire, ça n'est pas Mercure, mais Vénus. Si vous trouvez Mercure hostile, attendez de voir Vénus, parce que c'est pire. On pourrait encore parler longtemps de Mercure, mais poursuivons notre voyage vers notre 2e destination, qui est également la 2e planète à partir du Soleil. À première vue, on pourrait penser que Vénus et la Terre sont des jumelles. Elles sont presque de la même taille, la Terre est juste un peu plus grande. Et les 2 planètes sont aussi des voisines. Après Vénus, on trouve la Terre si on s'éloigne du Soleil. Il y a aussi peut-être eu une époque, dans un passé lointain, où la surface de Vénus et de la Terre était assez similaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, les conditions à la surface ne pourraient pas être plus différentes entre les deux. On a vu précédemment que Mercure est à un peu plus de 58 millions de kilomètres du Soleil. C'est une moyenne puisque son orbite est elliptique. Vénus, pour comparer, est à près de 109 millions de kilomètres, c'est-à-dire environ 2 fois plus loin. Comme l'orbite de Vénus est entre celle de la Terre et le Soleil, quand on observe Vénus depuis chez nous, la planète n'est jamais très loin du Soleil. Et quand la planète n'est pas cachée par la lumière du Soleil, elle est assez facile à voir, y compris à l'œil nu. Après le Soleil et la Lune, Vénus est le 3e objet le plus visible, le plus brillant dans notre ciel. Elle a très vite été aperçue et identifiée par les anciennes cultures de l'humanité. Sa visibilité est forte, non seulement à cause de la distance qui est réduite, mais aussi parce que dans sa haute atmosphère, Vénus a une couche de nuages très réfléchissants. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces nuages qui font apparaître la planète comme une boule blanchâtre, laiteuse? Autant Mercure, la Lune ou Mars ont des atmosphères très ténues, presque rien par rapport à la Terre. Autant Vénus a l'atmosphère la plus épaisse et la plus dense de tous les corps rocheux du système solaire. Ces nuages, qui lui donnent un aspect blanchâtre, ce sont des nuages d'acide sulfurique, principalement. Mais ça n'est qu'un avant-goût de ce qu'il y a en dessous. L'atmosphère à la surface de Vénus est si dense
que la pression est plus de 90 fois supérieure à ce qu'elle est sur Terre. À titre de comparaison, c'est la même pression qu'à une profondeur d'environ 900 mètres sous l'eau, une profondeur où la plupart des sous-marins ne peuvent pas aller. Évidemment, c'est une pression qu'un corps humain qui vit en surface ne peut pas supporter non plus. Mais il y a des sous-marins qui sont conçus pour descendre à de telles profondeurs, et même plus. Donc il est possible d'imaginer un véhicule fabriqué par l'homme qui résisterait à la pression vénusienne. Mais c'est là que se présente un deuxième problème, la chaleur. La température moyenne à la surface de Vénus est estimée à plus de 460 degrés Celsius. Ça fait à peu près 860 degrés Fahrenheit. Pourquoi Vénus est-elle si chaude? Comme pour la pression, c'est à cause de son atmosphère. On va revenir sur les raisons qui pourraient avoir produit une atmosphère aussi dense. Mais si on examine sa composition, cette atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, à hauteur de 96%, et les 3 ou 4 autres pourcents sont surtout de l'azote, avec des traces d'autres éléments. On connaît ces conditions atmosphériques relativement bien, parce que Vénus a été une des premières cibles de l'exploration spatiale, notamment dans les années 60 par l'URSS. Dans les années 60, l'Union soviétique avait envoyé plusieurs sondes vers Vénus. Sondes qui ont pénétré son atmosphère et ont été vite détruites par les conditions extrêmes de chaleur et de pression, mais pas avant d'avoir envoyé des analyses et des informations précieuses sur la planète. Au fil du temps, plus de données sur Vénus ont été collectées. Une autre avancée importante, ultérieure, a été permise par une sonde de la NASA, Magellan Orbiter, qui a cartographié la surface avec un radar, parce qu'on ne peut pas prendre de photos. La surface est cachée, et toute la planète est de fait plongée dans le noir par son atmosphère. Et justement, ces conditions particulières forment un univers qu'on a du mal à concevoir. Le dioxyde de carbone, par exemple, à la surface de Vénus, est dans un état qui ne se rencontre normalement pas sur Terre. Il est dans un état qu'on appelle de fluide supercritique. On apprend à l'école que la matière a 3 états, solide, liquide ou gazeuse, en fonction des conditions de pression et de température. Et sur la Terre, c'est presque toujours vrai. L'exemple de base, c'est l'eau, qui est successivement sous forme de glace, d'eau liquide ou de vapeur, à mesure qu'on augmente la température à pression constante. Mais le dioxyde de carbone à la surface de Vénus ne tombe pas dans une de ces 3 catégories parce qu'il est trop pressurisé pour être un gaz. Il a dépassé les points critiques de température et de pression qui en feraient un gaz ou un liquide. Mais il n'y a pas assez de pression pour qu'il soit solide. Donc il existe dans un état intermédiaire qu'on appelle fluide supercritique. Un état qui n'est sans doute pas si rare dans le système solaire. On pense qu'à l'intérieur des atmosphères des géantes gazeuses et de glace, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, on trouve de la matière en état de fluide supercritique, à cause des conditions particulières de pression et de température. Sur Terre, cet état ne se produit pas naturellement, à une exception près. Il pourrait exister brièvement à la sortie de certaines cheminées hydrothermales sous les océans. Les cheminées hydrothermales
sont des conduits naturels qui éjectent de l'eau très chaude, chauffée par le manteau de la Terre. Cette eau est à plusieurs centaines de degrés quand elle sort d'un évent hydrothermal. Si elle sortait à la surface, elle sortirait sous forme de vapeur. Mais à plusieurs kilomètres sous les océans, la pression est trop forte pour avoir de la vapeur. Et on a au contraire des conditions qui permettent le fluide supercritique. Trop chaud pour être encore liquide, mais trop de pression pour être un gaz. Donc c'est un autre état. Ça permet d'imaginer un peu mieux ce qu'est l'état supercritique. Ceci dit, sur Terre, cet état ne dure pas longtemps, parce que très vite, à la sortie de la cheminée hydrothermale, l'eau se refroidit. Elle arrive dans un milieu à peine au-dessus de 0 degré Celsius en température, donc elle devient simplement liquide. Il est difficile d'imaginer la texture d'un fluide supercritique, mais en tout cas on n'a pas envie d'y toucher, parce que si on plongeait une main dedans, elle serait en même temps écrasée par la pression et brûlée par la température. Ça donne une idée de l'environnement à la surface de Vénus, où ces conditions qui nous paraissent extrêmes sont en fait la norme. Et le responsable de cette chaleur, comme de cette pression, c'est l'atmosphère. Elle ne permet pas à la chaleur de s'échapper. Ça produit un effet de serre extrême, le plus fort qu'on connaisse dans le système solaire. Maintenant, Vénus ne s'est pas formée avec une atmosphère aussi dense. D'ailleurs, pourquoi les planètes ont des atmosphères? On pense qu'en règle générale, les gaz qui composent l'atmosphère des planètes rocheuses peuvent provenir d'impacts d'astéroïdes. Ils sont libérés et ensuite ils restent à cause de la gravitation. Ou alors, l'atmosphère provient du dégazage de la croûte et du manteau de la planète, c'est-à-dire lorsque du gaz s'échappe à la surface. Typiquement, par exemple, c'est ce qui se produit dans les éruptions volcaniques. Cette atmosphère gazeuse reste collée, liée à la planète par la gravitation, lorsque la masse de la planète est suffisante pour la retenir. C'est pour ça que les petits corps, satellites ou astéroïdes, n'ont pas ou très peu d'atmosphère. Ils n'ont pas les moyens d'attacher une couche de gaz à leur surface. Même avec une gravité suffisante, une planète peut toujours perdre son atmosphère, par exemple à la suite d'une collision, ou si l'atmosphère est érodée, emportée par le vent solaire. Un champ magnétique, comme celui qui entoure la Terre, contribue également à préserver cette atmosphère, parce que le champ magnétique dévie le vent solaire avant qu'il puisse attaquer l'atmosphère. Or, Vénus n'a pas de champ magnétique. Elle a à peu près la même masse que la Terre, donc la même force gravitationnelle. Alors pourquoi est-ce qu'elle se retrouve avec une atmosphère aussi écrasante et pas la Terre? On n'est sûr de rien, mais il y a des hypothèses qui pourraient l'expliquer. Et parmi elles, une théorie est qu'il y a au moins plusieurs centaines de millions d'années, voire des milliards d'années, Vénus aurait pu avoir une atmosphère comparable à celle de la Terre. Et dans ces conditions, il aurait pu y avoir de l'eau liquide sur Vénus à la surface. On peut même imaginer, même si rien ne le prouve, que la vie aurait pu apparaître dans les océans de Vénus, où les conditions n'auraient pas été si différentes de ce qu'elles ont été sur Terre.
Mais ce qui aurait pu condamner Vénus, c'est sa proximité avec le Soleil, proximité relative. La distance entre le Soleil et Vénus représente 70% de la distance entre le Soleil et la Terre. Ça veut dire que Vénus reçoit plus d'énergie du Soleil que nous. Et alors que le Soleil gagnait en luminosité au cours de l'histoire du système solaire, cette chaleur pourrait avoir été suffisante pour faire s'évaporer une partie des océans de la planète. La fourchette de conditions dans lesquelles l'eau reste liquide est quand même étroite. Et la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre assez puissant. Et donc, si elle s'était accumulée dans l'atmosphère, l'effet de serre sur Vénus aurait pu monter, jusqu'à dépasser un point critique, où l'effet de serre se serait emballé. Un effet boule de neige. Plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc plus de chaleur, entraînant plus d'évaporation, donc plus de vapeur et plus d'effet de serre, etc. C'est par ce mécanisme que Vénus aurait pu se transformer en l'enfer qu'elle est devenue. Mais évidemment, ça reste hypothétique. Aujourd'hui, il est très difficile d'imaginer une quelconque vie à la surface de Vénus, s'il n'y en a jamais eu. Mais si elle existait, ça ne pourrait pas être à la surface. Peut-être plus haut, à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la surface. Parce que si on quitte le sol de Vénus et qu'on commence à s'élever dans l'atmosphère, la densité et la pression baissent progressivement. La température descend jusqu'à atteindre des conditions assez similaires à celles de la Terre pour ces deux variables, à environ 50 km d'altitude. Assez similaires pour la température et la pression, mais on n'est pas sur Terre. Il n'y a pas d'oxygène, et on se trouve quand même dans un nuage d'acide sulfurique. Ces nuages, justement, sont suffisamment denses pour qu'un véhicule ou une station spatiale puisse éventuellement y flotter. Sous cette forme de ville flottante, dans l'atmosphère de Vénus, et non pas à sa surface, l'idée d'une présence humaine sur la planète a été évoquée depuis les années 60-70 par des astronomes et des écrivains de science-fiction. Pour le moment, il n'y a pas de projet concret pour le faire, mais si un jour on établit une présence humaine sur Vénus, ça pourrait bien être de cette manière. Un autre effet de l'atmosphère très particulière de Vénus, c'est que la température est à peu près la même partout sur la planète. Elle uniformise tout. Et contrairement à la Terre, il n'y a pas de grande différence de température entre l'équateur et les pôles. Par contre, il doit y avoir des différences de pression et de température en fonction de l'altitude. Parce que ce que la cartographie de Vénus a révélé, c'est qu'environ 80% de la planète est couverte de plaines volcaniques, c'est-à-dire des étendues de lave qui s'est répandue à la surface. Mais il y a aussi des reliefs, y compris des volcans actifs. D'ailleurs, on pense que cet acide sulfurique des nuages dont on parlait auparavant provient de ces volcans. On a aussi trouvé des cratères d'impact sur Vénus, mais relativement peu. Ce qui est logique, puisque la planète est géologiquement active. Sa surface est renouvelée régulièrement, comme l'indiquent les plaines volcaniques, et aussi parce que son atmosphère est une très bonne barrière contre les impacts d'astéroïdes. Vous savez que déjà sur Terre,
tout objet venu de l'espace qui est de taille petite ou moyenne va être désintégré dans l'atmosphère par le frottement de l'air. Dans l'atmosphère de Vénus, c'est encore plus vrai. Et donc seuls de gros astéroïdes pourraient atteindre sa surface. Les images qu'on a de la surface de Vénus ne sont pas des photos. On ne pourrait pas en prendre, et il est probable que la surface soit très sombre de toute façon. Ce sont des cartes radio qui ont été colorisées en fausses couleurs. Mais elles donnent une idée de ce à quoi ressemble la surface. Si on exclut la chaleur et la pression, Vénus est probablement similaire à ce à quoi ressemblerait la Terre si elle était sans eau, sans vie d'aucune sorte, et constamment plongée dans la pénombre par une atmosphère qui cache le soleil. On va maintenant doucement rentrer sur Terre, mais après l'épisode de ce soir, notre voyage dans le système solaire continuera. Ça n'était qu'une première étape. Il reste encore énormément d'endroits, de phénomènes, d'environnements et de théories à découvrir. Dans de prochains épisodes à venir sur la bibliothèque des rêves, je vous emmènerai sur Mars, sur Jupiter et ses lunes, sur Saturne, et enfin sur les géantes de glace, Uranus et Neptune. D'ici là, n'hésitez pas à fermer les yeux, à vous laisser aller si vous le désirez, ou à lancer une autre aventure de la bibliothèque des rêves si vous n'avez pas sommeil. Dormez bien. Au revoir.